Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alaric Bonjour, et ou de plutôt bonsoir. bonjour ou bonsoir, peu importe, et de Sultan. Salut. On se retrouve pour un nouveau podcast très différent de d'habitude. C'est un hors-série, puisque on ne va pas parler du jeu Song of Ice and Fire, mais on va rester dans l'univers du Trône de Fer. Voilà, on se diversifie sur la chaîne. On va vous parler de la première saison de House of the Dragon, qui est le spin-off de Game of Thrones, la série qui a popularisé donc la saga Song of Ice and Fire, le Trône de Fer en français. Donc cette série spin-off qui va se concentrer sur bien des années auparavant, la saga, sur le conflit, de la danse des dragons, et cette première saison va nous exposer une vingtaine d'années, hem, de avant, ce conflit de la danse des dragons, hein, qui est populaire chez les fans, de la saga qui connaissent bien. Donc cette saison va nous installer, les raisons de ce conflit. Elle va nous l'amener tout doucement. On va voir les tensions qui vont se créer entre les différentes parties. C'est aussi une saison qui va être resserrée sur peu de familles par rapport à Game of Thrones qui nous avait habitués à avoir, à peu près avoir des personnages un peu partout dans toutes les maisons de Westeros pour suivre l'intrigue. Là, on va se resserrer sur essentiellement la famille Targaryen, bien sûr, parce que ce sont les rois, à ce moment-là, à Westeros. Également la maison Velaryon qui va être très importante, et une petite partie de la maison Hightower qui est présente à Port-Réal et qui va intégrer la famille, royale, au fur et à mesure, avec, mariage et cetera. Donc, moi, pour commencer, j'aimerais savoir, Alaric et Sultan, quelles sont vos connaissances de l'œuvre, on va dire Song of Ice and Fire en général, et plus particulièrement ensuite de cette période de la danse des dragons qui va nous être exposée, et de ces années-là qui, installent le conflit? Bon, bah, moi, j'ai vu la série évidemment, la série Game of Thrones, hein, et j'ai commencé le 1er tome là parce que j'avais envie de voir la version écrite de Song of Ice and Fire. Et en ce qui concerne donc, La Danse des Dragons, bon, bah, là non, j'ai vu les vidéos de Maître Thibault. Moi, j'ai pas lu les romans. Voilà. D'accord. Pour ma part, moi j'ai lu les romans Trône de Fer et La Lance des Dragons il y a très longtemps. Je crois que je les ai lus, j'avais à peu près quinzaine ou 15-16 ans, un truc comme ça. Ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. Donc on va dire, des petites bribes de trucs à peu près connus. La série les a forcément rafraîchis. Et pour le coup, pour ce qui est House of Dragon et la Danse des Dragons en général, je me suis pas relu les livres récemment. J'avais envie de voir un peu ce que la série a amené de différent. Et en fait, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure des épisodes que j'ai vus, les livres me sont revenus en tête et j'ai pu voir en fait un petit peu les différences avec la série. J'ai pas tout non plus parce que je me rappelle pas de tout. Et voilà, c'est à peu près tout. Mmh. Ouais, moi je vais, terminer par dire que j'ai lu donc l'entièreté de la saga, du Trône de Fer. J'ai également lu, il y a maintenant peut-être 3 ans, Feu et Sang volume 1 et 2. Donc, c'est dans le 2, hein, qu'on évoque la danse des dragons et ce qui se passe avant. Donc, ouais, 3 ans, j'ai comme toi, hein, j'ai pas tout en tête. J'ai, les grandes lignes qui me reviennent, mais ouais, ça m'est, beaucoup revenu en fait en regardant les épisodes, et après je suis allé rechercher les différences qu'il y avait, je les avais pas toutes. Donc voilà aussi à quel stade j'en étais par rapport à tout cet univers. Je vais, ensuite vous demander, si vous aviez des attentes, par rapport à cette série, hein. On sait que, Game of Thrones c'est pas, terminé, comme, on l'aurait, aimé ou espéré. Donc si oui, si vous aviez des attentes, j'aimerais savoir quelles, quelles ont été ces attentes? Ouais, alors moi, pas du tout, hein, parce que justement, j'ai été, comme je crois beaucoup de monde, déçu par la fin de Game of Thrones. Et je trouve que ça a été bâclé, hein. C'est pas évidemment l'histoire qui m'a déçu, mais plutôt la façon dont elle a été amenée.
Et on est loin, en fait, de ce qu'a écrit Martin dans les débuts. Hein. Mm. Donc, en gros, quand j'ai su qu'il allait y avoir cette série qui allait se faire, bon, j'étais ni impatient, ni rien. J'étais dans l'expectative. Voilà. Donc, non, pas d'attente particulière. Moi, j'étais dans l'attente d'une seule chose, c'est que j'ai beaucoup aimé la manière dont les dragons avaient été faits dans Trône de Fer, enfin dans Game of Thrones, la série. Et je voulais voir si, justement, avec la danse des dragons, où on est à une époque où ça pue beaucoup plus qu'avec Daenerys, comment ils allaient être rendus, et surtout, bah, s'ils allaient être aussi bien faits, voire mieux. Et pour le coup, là, j'ai pas été déçu. Au contraire, j'ai même été largement satisfait. Après, par rapport à Trône de Fer, oui, comme tout le monde, moi j'ai été énormément déçu. J'étais un peu, j'avais adoré la série parce que j'avais eu des bons choix d'acteurs sur certains personnages, notamment Stannis en tête. Et la fin m'avait vraiment dégoûté, donc je l'attendais en fait juste en particulier sur un aspect, et le reste, pas vraiment en fait. Mm. Oui, bon, on s'entend bien là-dessus, hein. Moi, je vais dire, j'ai eu la chance de regarder Game of Thrones avant de lire la saga. Donc, quand j'ai lu la saga, eh ben oui, en effet, je me suis dit, la série, d'un coup, elle est bien, elle est moins qualitative, hein, pour le coup, je l'ai dévaluée, et alors encore plus la fin. Sauf que, quand ils ont annoncé House of the Dragon, quand j'ai compris, quand j'ai vu que ça allait traiter de la danse des dragons, vu que c'est un passage, moi, qui m'avait plu dans Feu et Sang, et qui est un passage qui comporte, on va dire, dans ces événements, tout l'ADN justement qui a fait le succès, de cet univers, de cette saga. Je me suis dit là: «Oui, oui pour un spin-off là-dessus, mais attention, il va falloir faire amende honorable les mecs, il va falloir vous rattraper par rapport, à la fin de saison, catastrophique de Game of Thrones». Donc moi j'étais, plein d'espoir. Je me suis dit: «Allez, faites-nous une belle série». J'espère qu'ils vont confier ça à des passionnés, et bon, spoiler, ça a été le cas, hein. Je pense que Ouais, nos avis seront clair. assez unanimes sur cette première saison. Donc voilà pour, mes attentes. Néanmoins, je vais dire que j'ai quand même une crainte, c'est-à-dire que, quand l'action va démarrer, je pense sur les prochaines saisons, hein, oui, je les évoque déjà. Il y a énormément de moments, d'action qui devraient être spectaculaires. Je pense à de grosses batailles, des combats entre dragons, des combats aériens, hein. Est-ce qu'ils vont avoir le budget? Est-ce qu'ils vont les réussir? Moi, c'est là que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ça soit mal retranscrit, toute, l'épicness qu'on peut avoir dans le récit, du livre, hein. Donc, à voir, pour la suite. Donc là, je vais vous demander vos premières impressions sur le démarrage de la saison, ce que vous avez ressenti. Mais avant ça, je vais prévenir les gens qui, vont écouter ce podcast. On va attaquer la partie où on va, tout spoiler ensuite, dans ce podcast. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes, ou la saison dans son intégralité, ou alors quelques épisodes, vous reviendrez plus tard, parce que là on va y aller, on va vraiment se lâcher, on va dire, tout ce qui se passe dans la saison. Donc voilà, c'était le petit warning, spoiler. Donc du coup, je reviens à vous, Alaric et Sultan, vos impressions quand la série a démarré. Alors, bah, au démarrage de la saison, j'ai eu un sentiment mitigé. Alors déjà, j'ai trouvé extraordinaire de revoir Port-Réal, de revoir les paysages, enfin, de se retrouver dans l'ambiance de Game of Thrones, mais dans une autre histoire. Moi, j'ai trouvé ça génial. Par contre, j'étais surpris du casting dans un premier temps. J'ai trouvé les personnages, à part Rhaenyra, à part, qui est jeune fille à l'époque, j'ai voilà, j'ai pas trouvé les personnages, Hightower éventuellement, j'ai pas trouvé qu'ils sortaient de l'écran. Voilà. Mais sinon, très agréablement surpris par l'ambiance, par les costumes, par, voilà, par toute l'atmosphère qu'il y avait autour des scènes. Enfin, j'ai adoré. Ça, j'ai adoré. J'ai été très agréablement surpris. C'est pas toi, Sultan, comment tu... Moi j'ai vraiment été assez surpris, mais dans le sens, ça m'a fait comme toi, pareil, du bien de retourner à Port-Réal, de revoir des endroits que je connaissais déjà, que l'ancienne série nous avait mis au niveau de la rétine, tu vois, de retrouver
mais c'était cool parce qu'il y avait aussi des changements. Par exemple, la fosse au dragon, là, le gros dôme de fou furieux là qui est en Port-Réal, c'est un truc qui n'existe plus à ce moment-là dans Game of Ouais, Thrones. Et ouais, c'était impressionnant de voir à quel point tu te dis, putain, les mecs, ils arrivent à rentrer, je sais pas combien de dragons là-dedans, mm, ça doit être dingue. T'as envie d'aller le voir en fait. ouais. Après Bah, niveau acteur, ouais, c'est autre chose quoi. il y a un truc qui était surprenant aussi, moi enfin, qui m'a tout de suite attiré, c'est qu'il y a trois familles que finalement on connaît pas. Il y a des Targaryens qui règnent, ils règnent pas quand Game of Thrones démarre. Et il y a des Velaryon qui eux on les connaît pas du tout. Et enfin il y a les Hightower qui eux aussi ont disparu des radars dans Game of Thrones. Donc en fait les trois familles principales, c'est trois nouvelles familles. Donc ça aussi c'est amusant quoi. Enfin c'est étonnant. Mmh. Ouais, mais c'est cool. En fait, Ah oui oui oui. ça te sort un peu du côté Game of Thrones où tu connais entre guillemets un peu toutes les familles et où tu te dis bon bah y a pas trop de changements. Après les familles que tu as citées, Velaryon et Hightower, à l'époque de Game of Thrones, elles sont encore présentes. C'est juste elles ont perdu En puissance. en puissance et en superbe quoi. Et après, pour revenir un peu avec toi sur les acteurs, moi j'ai tout de suite adoré l'acteur de Otto Hightower, puisque le mec dégage un charisme de fou furieux. Ouais. Et tu sentais que dès le début, il était présent, il était chaud. L'acteur qui jouait Viserys, forcément, ça on en parlera plus tard, mais c'était une tuerie aussi. Et c'est vrai que pour le coup, la petite Millie, l'actrice qui joue Rhaenyra petite, elle était excellente. J'ai vraiment trouvé Mm. que Et, chaque passage avait crevé l'écran, quoi. et quant à Daemon, je sais pas si vous aviez fait le rapprochement, mais moi je l'ai fait parce que j'ai vu la série. C'était le mari d'Elizabeth dans The Crown. Oui, 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 oui. Voilà. Et Matt donc moi j'ai eu Smith. un petit peu de mal au début à oublier que c'était Philippe dans The Crown, quoi. Mmh. Donc je voyais Philippe, je voyais pas trop Daemon. Et en fait, plus les épisodes ont avancé, plus j'ai vu vraiment, je l'ai vu incarner ce personnage et le jouer avec beaucoup de brio, hein. Je trouve qu'il est très très bon et qu'il l'incarne vraiment très bien. Mais voilà, la première surprise, c'était de se dire, bah, tiens, c'est l'acteur de Philippe et pas un acteur qui incarne Daemon Targaryen, quoi. Mmh. Voilà. et pourtant c'est marrant parce que Matt Smith, du coup, l'acteur, je pense que c'est celui qui, auprès du grand public, à mon avis, a fait le plus l'unanimité, quoi. Ah oui, oui, Ah, mais moi, c'est pas une critique, hein. C'est que j'ai- comme j'ai trouvé qu'au début, les personnages, j'ai eu du mal à me retrouver dans les acteurs qui incarnaient les personnages, bah, il en faisait partie, quoi. Voilà, je m'attendais à un gars qui avait une tronche encore plus inquiétante, enfin, tu vois, une sorte d'Elric un peu, tu vois, parce que les Targaryens, ils sont un peu, c'est un peu les Ménibodéens, donc, bah voilà, il n'était pas tout à fait ça, mais je m'y suis très vite fait, hein. Très très vite fait, et c'est juste une première impression. Mmh. Ouais. Moi, mes impressions, sur le démarrage de la saison, en fait, j'ai regardé le premier épisode, et je me suis dit: «Ça y est, on est à la maison, on est de retour» Ouais, et je suis vraiment d'accord. voilà, moi, de toute façon, le pilote, hein, le premier épisode, il m'a, conquis, hein, avec tout ce qui se passe dedans. On va pas revenir sur toutes les scènes, mais voilà, de toute Bon, façon, le tournoi est fantastique. voilà, un démarrage de saison, en fanfare, avec un pilote vraiment, une masterclass pour démarrer, donc Mm. rien à ajouter. Alors ensuite, on va continuer cette émission, ce podcast. Je me suis noté les moments forts de la saison. Donc, comme je l'ai dit auparavant, ça va spoiler sec. Je me suis noté ces moments-là, donc c'est les moments qui m'ont le plus plu, que j'ai trouvé le plus marquant. Je vais les énoncer rapidement et je vais ensuite vous demander on va en débattre, hein, forcément de ces scènes et Mm. peut-être d'ajouter des moments pour vous qui ont été, plus marquants, voire équivalents, et d'intervenir là-dessus et de les défendre et voilà, qu'on va débattre un petit peu. Donc dans ces moments forts, je me suis noté dans l'épisode 1 la scène, où on croise en fait, 2 événements, c'est-à-dire le tournoi pour fêter, la naissance, du futur héritier, de Viserys et justement pendant ce tournoi, on va voir aussi
l'accouchement de ce futur héritier qui se déroule très, très mal, hein, qui va finir par une césarienne, une scène très dure, très hardcore. Donc pour un pilote vraiment, moi je trouve que c'est une scène d'anthologie qui fracasse tout pour démarrer la saison, ce croisement entre le tournoi qui est violent d'une part et l'accouchement d'autre part qui est encore plus violent. Voilà, ça moi ça m'a marqué. Ensuite, toujours dans ces moments-là, lors de l'épisode 5, on a Alicent Hightower qui arrive, lors des noces, entre, Rhaenyra et Laenor Velaryon. Et elle arrive dans une robe verte aux couleurs de sa maison et on a les 2 frères forts qui discutent entre eux et qui disent, de quelle couleur doit être la flamme, de la grande tour, de Villevieille lorsque, les Hightower partent en guerre et cette flamme est verte. Donc c'est une scène qui est lourde de sens, qui m'a énormément marqué. En plus la musique est sublime, elle est dantesque. Pour continuer, dans l'épisode 7, moi j'ai énormément aimé, la scène où Aemond va, un petit peu, dans l'obscurité, alors que tout le monde va se coucher, lui, qui est frustré parce qu'il n'a pas de dragon et ben il va aller, il va prendre sa belle-père, hein, si je puis dire et il va aller, tenter et il va réussir à se lier avec Vhagar qui à ce moment-là, n'a plus de dragonnier et ben, il va aller se lier avec ce dragon qui est le dernier, dragon, survivant de la conquête d'Aegon, donc qui a un peu tout créé, en tout cas qui a lancé la dynastie des Targaryens. Donc il va aller voir ce dragon qui est énorme, qui est un vestige, qui est le plus gros des dragons, qui est vraiment une bête de guerre et il va réussir à se lier avec et là on va avoir une scène où, il va partir avec dans les airs et qui est absolument incroyable. Ensuite, je me suis noté 2 scènes de l'épisode 8, donc l'épisode 8, qui met la barre très, très haute. Ah. L'entrée de Viserys, dans la salle du trône pour y siéger une dernière fois et en même temps soutenir Rhaenyra et son petit-fils Lucerys dans, leur prétention, de succéder, hein, donc Rhaenyra sur le trône de fer et Lucerys sur le trône de grès, à la marque, chez les Vélarions. Et dans ce même épisode, le dernier dîner de Viserys entouré des siens, donc les Verts, les Noirs, les Hightower et les enfants, qu'il a eus avec Alicent, ainsi que, sa propre fille, son frère et ses petits-enfants, Lucerys, Jacaerys et toute la compagnie. Et là, le dernier bonheur de Viserys, avant de mourir, donc vraiment une scène absolument géniale. Heu, Ensuite, l'épisode 9, j'ai trouvé que le couronnement d'Aegon était, absolument magistral avec, les trompettes, cette arrivée avec, les soldats qui lèvent leurs épées, le charisme du camp des Verts, vraiment les bons méchants, les bons vilains, qui dégagent un charisme incroyable. Ensuite, je me suis noté 3 scènes, 3 moments forts de l'épisode 10 avec lesquels je vais finir. Donc, premièrement, la fausse couche de Rhaenyra qui a été adaptée du livre. Donc ça, une scène, qui est absolument enfin, elle est marquante, elle est sale, elle est très violente. On va ensuite avoir le couronnement de Rhaenyra, époustouflant, excusez-moi. Et pour finir, on va avoir l'accrochage final entre Lucerys et Aemond, qui va se terminer par la mort de Lucerys. Waouh! Euh, ça fait beaucoup de scènes tout ça, hein. Donc, ben oui, alors je suis complètement d'accord. Ces scènes-là sont marquantes, bien sûr. Moi, j'ai été vraiment interpellé aussi par donc, le traitement des dragons, puisqu'on ne connaissait pas en fait les dragons, si ce n'est ceux donc les trois œufs qui sont devenus les trois dragons qu'on a vus dans Game of Thrones. Mais là, on a effectivement la maison des dragons, hein, les dragons eux-mêmes, les dragonniers, le langage des dragons. Le fait que les dragons, bah, on met un œuf dans le berceau pour qu'il y ait un lien qui se crée, ou pas, d'ailleurs, avec un enfant. Et on voit bien à quel point c'est rare aussi, que les dragons sont extrêmement rares.
Donc c'est ça, j'ai adoré ça. Il y a une scène aussi que j'ai beaucoup aimée. Alors pour compléter, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, Tony, mais pour compléter, il y a une des scènes que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est quand la première femme de Daemon va accoucher par siège, et qu'en gros ça va très mal se passer. Elle va donc en mourir, et qu'elle se fait immoler par son propre dragon. Et c'est là qu'on voit aussi que son dragon, enfin donc c'est Rhaegar d'ailleurs, hein. C'est Veigar, ouais, qui fait ça. C'est Rhaegar, ouais, voilà. Et il refuse de le faire. Ah Donc oui, Ouais. oui. on n'était pas habitué à avoir des dragons. On pensait que c'était des bêtes, quoi, hein, qu'en gros ils obéissaient. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure de l'avancement de la série qu'en fait, ce ne sont pas du tout des animaux qui sont doués de réflexion, voire même de jugement. Donc, et d'émotion, puisqu'ils réagissent en fait. Et là, en l'occurrence, elle lui dit Dracarys plusieurs fois, et le dragon, il veut pas souffler, hein, parce qu'il sait bien qu'il va tuer sa maîtresse, donc il ne souffle pas. Donc cette scène-là, je l'ai trouvée extraordinaire. Euh, Moi, le moment qui m'a complètement, vraiment bouleversé, enfin, qui m'a mis les larmes aux yeux, hein, c'était Viserys, l'épisode 8. Hein. L'épisode 8 est extraordinaire. Ouais, Il est plein, masterclass. ah ouais, il est plein d'émotions. L'acteur fait une performance hallucinante, mais tout est juste. Tout est juste. Son arrivée dans la salle du trône, tous ces moments, tout. Le Daemon, la façon dont Daemon se comporte, le jeu de tous les acteurs, tout ça, c'est fabuleux. Et le dernier dîner, oui, il est lui aussi, tout est juste, là encore, entre tous les personnages, entre les enfants, les petits-enfants, tout ça. Et pour moi, c'est le grand, grand, grand épisode. Et puis, je crois que comme beaucoup de gens, j'ai été très, très surpris par le couronnement d'Aegon et donc l'arrivée comment elle s'appelle? Rhaenys. La Rhaenys, Rhaenys, voilà, la reine qui qui ne ne le fut fut pas jamais. qui ne fut jamais. Et on se dit, mais pourquoi elle souffle pas? Bon, alors après, donc, si elle souffle, il n'y a plus d'histoire, hein, c'est réglé. Mais néanmoins, on comprend dans l'épisode suivant qu'effectivement, la maison Velaryon a pas choisi son camp, qu'elle ne peut pas se permettre de le choisir, hein, puisqu'elle n'en est pas non plus la maîtresse. Elle n'est que l'épouse du maître de la maison. Et enfin, tout s'explique dans l'épisode suivant. Et c'est là aussi, ça sonne très juste, mais a posteriori. Et moi, j'adore cette actrice. Et j'adore vraiment la façon dont les scènes où elle apparaît, c'est toujours extraordinaire. Voilà. Mais je complète ce que tu dis, Tony, parce que c'était vraiment très bien. Oui, oui, oui. Et on rappellera que la l'épouse de Daemon, donc c'est sa seconde épouse, c'est Laena Velaryon, donc la sœur de Laenor et fille de Rhaenys Targaryen et Corlys Velaryon. Voilà pour la précision. Bon, voilà. Eh bien, messieurs, passez derrière vous, c'est compliqué parce que la plupart des scènes que vous dites Ah sont les mêmes pour ben, moi. il faut en ajouter, allez. Euh, En vrai, Bonne chance. en vrai, j'ai quand même pas mal de scènes qui me reviennent en tête qui sont assez folles. Euh, je trouve que les deux scènes sur le pont de Père Dragon sont assez dingues en termes Oui. de mise en scène et surtout de charisme. Enfin, je veux dire, la première scène, elle est plus particulière. On sent que Otto Hightower cherche un peu la merde. Parce que aller voir Daemon comme ça, alors qu'il est dans son coin, ok, il a pété un œuf, mais bon, je veux dire, il a pas non plus tué la femme d'Otto Hightower devant ses yeux non plus. Euh, la scène est assez ouf parce que c'est la première fois qu'on voit les dragons en mode arme de menace, tu vois. On entend le cri de Caraxès, je crois, son dragon de Ouais, démon. c'est On ça. le voit apparaître. Et alors, le dragon de démon, moi, je le trouve magnifique. Ouais. Super Il est beau. superbe. Il est superbe. Ouais. Il a un petit côté en plus assez vicieux dans ses yeux comme son maître. T'as vraiment l'impression que les deux sont faits l'un pour l'autre, quoi. Et puis surtout, après, il y a la belle Rhaenyra qui arrive avec son dragon d'or et un peu doré, et puis qui se pose derrière le pont. En fait, je trouve que les deux scènes qui sont relativement proches, hein, c'est la même chose, mais elles n'ont pas du tout le même sens. Et alors, à la fin, dans l'épisode 10, du coup, quand on en revoit la même et que le dragon se pose derrière, on sent que c'est pas la même et il y a pas la même tension, quoi. Peut-être Alors, c'est deux. t'as complètement raison, parce qu'en plus, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette scène de l'épisode 10, c'est que
on voit que la reine, Rhaenyra, là, elle prend son rôle de reine et qu'elle oblige d'ailleurs son mari, qui avait tendance à essayer de la manipuler ou à prendre le dessus. Elle l'oblige finalement à ranger l'épée comment dire, à obéir Mm. à ses ordres. Donc ça, on a un moment où ça flotte dans l'épisode 10. Hein. Clairement, ouais. On sent en fait que le fait qu'on lui ait posé la couronne sur la tête et qu'elle prend enfin en compte son statut, quoi. Son rôle, ouais. Son, là, elle est magistrale, quoi. J'ai bien aimé la scène de baston de Daemon contre le gaveur de crabe. Pourtant, enfin, bizarrement au début, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas trop pris dans l'action. Mais en fait, je l'ai revue et elle est quand même assez dingue parce que on voit en fait toute la puissance de Daemon, même s'il y a des moments un peu craqués. Hein, il y a une dizaine d'archers, ils les esquivent comme si il faisait du patin à glace le truc. Agile Mais 18. il est agile comme il est agile comme jamais quoi. Mais franchement, la scène est assez ouf parce que ils ont fait le pari, enfin le pari et le choix de pas montrer le combat entre lui et le caveur de crabe. Et on était tous un peu déçus, je pense, en se disant putain, j'aurais bien voulu voir le combat. On te met une pression en fait autour du gaveur de crabe en disant putain, le mec il fout le bordel, il est oufissime, il fait des trucs assez ouf quand même. Hein. Je veux dire, donner des Mm. gens à des crabes, c'est quand même crade. Et en fait, tu vois pas le combat, et t'es un peu déçu, mais au final, t'es quand même content de voir que Daemon, putain, il en a dans le pantalon, tu vois. Il arrive. Il dit écoutez, on n'a pas de plan. Le plan, c'est moi. Le plan, c'est je vais tout droit, je défonce tout le monde. Ok, ça marche. Bon, bah, nickel. Et là, en fait, il prend encore plus en galon, je trouve. Et la scène était vraiment ouf. Mm. Mais sinon, bon, après, le reste, je suis d'accord avec vous. Hein. Les autres scènes, Ouais. ce que vous avez dit, elles sont magnifiques, quoi. Ouais, j'ajouterais Oui, quand puis même. Vas-y. c'est une manière aussi, c'est aussi une manière de dire que c'est un homme assez spécial, quoi. Ouais. C'est un homme un peu écorché vif, qui a été rejeté, mais qui est néanmoins un guerrier extrêmement courageux, et voire même suicidaire, hein, parce que dans ce combat, il rentre là-dedans. Bon, il se demande, enfin, personne s'attend vraiment à ce qu'il s'en sorte vivant. Hein. Oui. Mm. C'est complètement déliant ce qu'il fait. Mais Ouais, ouais. en plus, cette scène se fait sans un mot. C'est-à-dire que le jeu Oui. d'acteur, il va pas prononcer un mot. Et en fait, on voit la fierté du personnage jusqu'où elle va. C'est-à-dire que, comme tu as dit, il va jusqu'à adopter un comportement suicidaire plutôt que d'accepter que son frère lui envoie des renforts pour gagner son conflit dans les degrés de pierre. Donc en fait, voilà, la fierté du bonhomme va au point qu'il est capable d'aller se foutre en l'air plutôt que d'être redevable, entre guillemets, Mm. à son frère, le roi, qui l'a déshérité, quoi. Donc le mec Surtout quand est il pète un plomb, quand il reçoit le message, il tabasse le pauvre messager à coups de ouais, c'est casque. ça, c'est ça. Tu comprends pas trop. Tu fais, mais calme-toi, il a rien fait, le pauvre. Ouais, mais ça, c'était une scène qui a été calculée pour nous donner des mèmes, sur internet, en veux-tu, en voilà, hein, Ah ouais, clairement, complètement. voilà. Oui. Et moi, voilà, je terminerai là-dessus sur les moments forts. Je reviens sur l'accrochage entre, Lucerys et Aemond. Bah, franchement, Ouais. quand même, la scène, elle est dingue. Elle est Oui. dingue, hein, entre l'arrivée à Calmy, la tension qui démarre. Par Aemond contre, qui révèle son œil de saphir. La Ouais. course-poursuite au cœur de la tempête qui démarre avec ce plan où on voit le petit Arax et derrière le gros Vagar qui le survole. On voit la différence de taille des dragons Mm. qui est hallucinante. Et puis Et ce premier combat là entre aussi, dragons, quoi. ouais. Mm. Là aussi, on voit, c'est là qu'on voit aussi que les dragons sont doués d'une autonomie, enfin d'une intelligence propre, et qui on peut pas leur faire faire ce qu'on veut, puisqu'en en gros, c'est Arax qui déclenche le combat, et Oui, alors que son maître ne veut pas. Et même si on peut se dire il le contrôle pas bien, puis en fait l'autre réplique, et Daemon ne contrôle pas plus son dragon. Donc il est bien dépité de voir que son neveu est mort, quoi. Hein. oui, oui, oui. ah, Ouais, ouais. il sait que ça va foutre la merde, quoi. Voilà, C'est le Oui, problème. les conséquences vont être lourdes parce que aucun des 2 camps, on le constate, dans cet épisode, avec la venue d'Otto Hightower justement sur le pont, aucun des 2 camps n'a envie de déclarer les hostilités et par cette, «mort» entre guillemets, accidentelle, causée par le dragon,
Et ben, forcément, ça y est, en fait, puis la scène de fin nous le prouve de l'épisode 10, que aucune paix ne sera possible à partir de ce moment-là, hein, Mm. le premier sang a été versé, on a un premier mort dans le camp des noirs et c'est irréparable. Donc ça va, déclencher le conflit. Cette fois-ci, plus de compromission, alors juste avant, on avait une Rhaenyra qui était prête à discuter, à dialoguer. Contrairement à Daemon, hein, elle, voilà, on l'a pas évoqué dans tout ce podcast, mais quand même, je vais rebondir là-dessus, je vais évoquer une grosse différence entre les livres et la série et on va enchaîner là-dessus, ça va me permettre d'en parler. Voilà, donc on en a fini avec ces moments forts et je voulais évoquer justement les différences entre les livres et l'adaptation. Je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup et la plupart donnent lieu en fait font en sorte que, en fait c'est des partis pris, hein, que fait l'adaptation, pour, nous en dire plus sur certains personnages, accentuer leur caractère ou leur donner des traits de caractère supplémentaires, voire à en modifier certains. Je pense à Alicent Hightower qui est, on va dire humanisée, Rhaenyra qui est aussi humanisée, justement avec une différence majeure parce que l'Aenor Velaryon, pour moi c'est l'énorme différence entre les livres et la série. L'Aenor Velaryon est laissé en vie, il s'enfuit en bateau avec son amant, tandis que dans l'œuvre écrite, il est mort, hein. Donc, on voit que Daemon et Rhaenyra sont vraiment prêts à tout pour, le pouvoir, elle sait qu'elle doit se marier avec lui, donc il fomente cet assassinat. Assassinat qui n'a pas lieu, hein, qui est masqué dans la série, donc on humanise, Rhaenyra et Alicent Hightower pareil, elle est humanisée avec, justement une grosse différence avec le livre, c'est le Song of Ice and Fire, donc le rêve, on nous explique que le rêve d'Aegon Targaryen qui a fait en sorte, de conquérir Westeros et d'unir les 7 couronnes, ça allait être justement pour prévenir, pour, lutter contre, l'invasion, de la longue nuit, les marcheurs blancs, tout ce que Game of Thrones nous a montré et dont, la saga nous parle encore peu. Donc voilà, eux, ils ont choisi de raccorder les 2 séries par ce prisme-là du rêve d'Aegon, qui est aussi, une différence majeure puisque ça n'est absolument pas évoqué dans les livres que, la succession des Targaryens a pour mission de s'unir contre, la Longue Nuit, et cetera. Donc C'est comme il y a un passage, je crois, qui n'est pas dans le livre. Tu me corrigeras si je me trompe, mais le fait que Viserys meure en disant tu avais raison, Aegon, etc. et tout. En fait, il essaie de répondre à sa fille. c'est ça, Et en fait, c'est Alicent qui intercède entre guillemets un peu la conversation. Et elle est persuadée qu'il est en mode ok, il a dit qu'Aegon deviendrait roi, il a changé d'avis. Ça, je crois pas que ce soit dans les livres. Et c'est un petit twist que j'ai trouvé intéressant parce que ça a amené entre guillemets un peu de changement en disant voilà, vous mais savez quoi, en fait, on va quand même pas mettre Rhaenyra et c'est pour cette raison, cette raison-là quoi. c'est ça et en fait, moi, c'est la touche qui rend le truc encore plus dramatique, puisque là, les personnages ne sont pas encore convaincus qu'ils vont se faire la guerre, absolument, qu'ils vont, se s'entre-déchirer et Mm. que, c'est fait, en fait, d'un quiproquo, hein, comme tu as dit, Alicent comprend, de travers ce que dit Viserys, au moment où il va mourir. Alors qu'auparavant dans l'épisode, il répondait pas à Rhaenyra et là, avec Alicent, il continue sa discussion et en fait, tout dans cette série, en fait, même le fait que Aemond ne veuille pas tuer Lucerys, en fait, rend le truc dramatique. Donc en fait, Mm. il y a un petit espoir que ces 2 familles, enfin que cette famille unie arrive à s'entendre et en fin de compte, c'est à chaque fois des petits accidents comme ça, un quiproquo, un dragon qui n'est pas maîtrisé, qui font en sorte qu'en fait compte ça va partir en live, quoi. Donc Oui, le voilà ce que quiproquo, c'est. l'adaptation, Ouais. propose. Ouais. Le, qui- le quiproquo, en fait, c'est Viserys sur son lit de mort qui se trompe, enfin qui se trompe, qui croit qu'il parle à sa fille. En fait, c'est Alicent qui est là. C'est ça. Donc, et il lui confie ce qu'il n'aurait pas dû lui confier, puisqu'il ne sait pas, il se trompe. C'est qu'il y a la chanson de Glace et de Feu, et que c'est Aegon qui doit régner, mais il parle d'Aegon le Conquérant, il parle pas évidemment de son gamin.
c'est ça. Donc là, il y a grosse confusion. Il y a aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, mais bon, c'est que la mesure de puissance, à ce moment-là, ce sont les dragons. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les dragons. Oui. On compte en nombre de dragons. Qui a combien de dragons? Et ça donne la mesure vraiment de la puissance, quoi. Bah, c'est intéressant Euh, dans l'épisode 10, il y a vraiment une scène comme ça où ouais, Intil le conseille et Daemon dit bah on a 100 arbres étriers, 100 trucs, 100 machin et c'est tout. ça. Et t'as un mec qui lui dit ouais enfin bon frérot, t'as des dragons, pourquoi on discute avec des hommes, tu vois encore, vous avez des dragons. C'est ça. Et c'est à ce moment-là où Rhaenyra dit mais non, on va pas calculer en dragons parce que on va essayer de faire une guerre. Elle est encore dans sa tête en se disant je vais essayer de faire une guerre propre, si je peux utiliser ce terme-là, en disant on va utiliser les hommes plutôt que les dragons quoi. Surtout que à ce moment-là, je pense pas que dans la tête de la famille Targaryen, ils se disaient on va comparer nos dragons entre nous et voir qui est le plus puissant. Parce que le truc, c'est que dans les deux camps, il y a des dragons très puissants. Mais il y a une scène qui décrit bien ça, c'est justement la scène dans le 10 où derrière ils expliquent, Daemon explique le nombre de dragons qu'ils ont. Et en fait, il y a beaucoup de dragons dans le camp de Rhaenyra qui n'ont jamais combattu en fait. Il y a que celui Ben, de Rhaenyra de Daemon qui ont combattu. Les autres, enfin, il y a celui de Rhaenys aussi. pour Et compléter c'est ce tout, que quoi. tu dis, je crois que ça va même plus loin, c'est qu'ils savent même pas vraiment ce que peut faire un dragon à un autre dragon, puisqu'il y a à un moment donné justement une des scènes où ils se demandent s'ils sont capables de s'égorger entre eux, qu'ils sont capables de faire du mal. Enfin, ils se posent cette question-là, donc ils en savent même rien, en fait. C'est vrai. Ils savent pas vraiment quelle est la puissance des dragons les uns par rapport aux autres. Donc ils savent qu'ils soufflent, qu'ils balancent du feu, mais c'est tout. Hein. Ils savent pas grand-chose de plus. Ouais, parce que Donc la mort de Lucerys à la fin dans l'épisode 10, en fait, c'est même pas Vhagar qui le crame, il le mange tellement il est plus gros que lui, en fait. bah, C'est- il, c'est- il le mord et il Ouais, le découpe. Alors, de mais toute façon, on mais le c'est voit sa quand il y taille, a quoi. l'attaque. Quand il y a Mm. l'attaque d'Arax sur le dragon, bon, bah ouais, il y a un rapport de 1 à 20, quoi. Il est tout petit, Ouais. regarde. Il est Bah, vraiment tout petit, quoi. C'est un bébé, c'est un petit. il crame un peu la tête de Vhagar, mais Vhagar, il tourne la tête, il crie un peu, mais il est pas non plus Ouais. tué, tu vois. Par contre, quand lui, il met un coup de croc et qu'il fait 6 fois la taille d'Arax, pour moi, c'est comme ça qu'il meurt. Mais Ah oui. tu te rends compte quand même que les deux camps ont beaucoup de dragons qui n'ont jamais combattu, en fait, quoi. Bah, en fait, à part le plus ancien, ils ont jamais combattu. Ou Mm. presque pas. Enfin, ils ont soufflé. Ouais. Ils ont soufflé, ouais, Ils ont ils ont jamais soufflé, battu. mais Ouais. Caraxès a soufflé. Bon, voilà, ok, d'accord, ils ont soufflé, mais c'est pas aller plus loin. Mm. Mais ils sont jamais combattus, surtout entre eux, Ouais. Et évidemment. c'est toute la tragédie, hein. Ah oui, 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 puisque la famille, enfin, ils vont sortir de là en miettes, hein, les Targaryens, évidemment. C'est ça. Enfin, c'est clairement, Il y aurait- c'est leur chute, hein. Ouais, on va reprendre donc, on a parlé, hein, tout le long du podcast, du casting. Moi j'aimerais souligner aussi quelques détails, donc, bah, pour dire HBO franchement, c'est là que je trouve où ils sont vraiment, perfectionnistes. C'est les détails sont soignés et ça fait vraiment plaisir Oui. dans les séries qu'ils proposent en général, que ce soit les costumes, les décors, les petits clins d'œil, justement le clin d'œil, moi j'ai énormément kiffé voir l'œil de Saphir, d'Aemond. Vraiment, je pensais pas qu'on allait voir ça. Je pensais qu'ils allaient se contenter d'un cache-œil, hein, comme on le voit dans le reste de la série. Et dernier épisode, paf, non, il est là. Euh, donc ceux qui ont lu les livres, qui connaissent ce personnage, savent que il est Les tellement épées, badass, voilà. les deux épées, euh, Oui, qui s'appellent, je sais plus comment, mais les alors crocs, je sais plus quoi, alors il y et a Noirceur, donc les épées ouais, d'acier valyrien, hein. elles ont des poignées très Ouais. particulières, elles sont très belles. Tous les détails, hein, de toute façon, sont vraiment remarquables. L'épée de Daemon est très jolie, je trouve, au niveau de la poignée, elle est très très belle. Ouais, c'est Noirceur, hein, il me semble. Hein. Noirceur, c'est celle de Daemon, et là j'ai un trou, je sais plus comment. En Ouais, fait c'est Croc de je sais plus qui. c'est l'épée Et c'était de l'épée Aegon, ouais. d'Aegon, Ouais, ouais, c'est d'Aegon ça. le Conquérant. Puisqu'ils sortent la couronne et l'épée. Hmm. Et là aussi, dans les clins d'œil,
moi, j'ai beaucoup aimé que Rhaenyra soit couronnée avec la couronne de son père. Oui. Il y a ce moment qui est quand même assez joli. Mm. Où, Il a été récupéré par on ne sait ouais. quel tour de passe-passe par Eric ou Arik, je me rappelle plus c'est lequel. Ouais. Bah, un des deux Non, jumeaux par un garde qui. royal. Ouais, Oui, Un des deux gardes royaux. oui, c'est l'un des deux frères jumeaux qui le récupère. ouais, un des deux frères, t'en as un qui va prendre parti pour Aegon et l'autre qui prend parti pour Rhaenyra, donc même entre frères, ils vont se. Et pour l'épée d'Aegon, c'est feu noir. Voilà, ça me revient. Ouais, c'est feu noir. Ouais. Voilà. C'est Donc, vrai que les costumes, notamment les robes et des femmes et des armures, hein, sont vraiment belles. bah, il y a, Enfin, y a- y a une vraie identification. Je veux dire, Ouais. même au niveau des armures, quand on voit les armures des gardes Targaryens, il y a une vraie identité. Que ce soit aussi les gardes Hightower, les Velaryon. Voilà, on marque bien quel côté, quelle famille. Et c'est vraiment sympa, quoi. Oui, oui, clairement. Enfin, ouais, ouais. Non, franchement, c'est très très beau. C'est très très beau. Euh, Les C'est bien, dragons sont bien faits. Hein. c'est très bien pour l'immersion, en fait. Mm. C'est ça. On va faire un petit point rapide sur la musique. Donc, on a toujours Ramin Djawadi qui a composé. Bon, Que il est dire? fort. Hein. Voilà, il nous avait livré un travail extraordinaire sur Game of Thrones. Là, ça continue. Moi, il y a des thèmes, Ah ouais. franchement, le thème de la maison Velaryon, le thème de la robe verte, le couronnement de Rhaenyra. Enfin, c'est sublime, quoi. Ah, Oui, oui. il est très fort. L'entrée de Viserys aussi, la musique est incroyable. Ouais. Ouais. Voilà. Alors là, c'est ce que j'allais dire. La musique de l'épisode 8, elle est extraordinaire, fabuleuse. Ça sert évidemment les scènes à chaque fois, ça met l'ambiance, c'est fabuleux. Ce compositeur est remarquable. Hein. Mm. Juste, moi j'ai juste une petite critique, mais c'est pas une critique, c'est plus un questionnement. C'est je me demande sincèrement si on lui avait laissé enfin s'il s'est posé la question de changer la musique de générique, ou est-ce que c'était un peu un côté facile de reprendre le générique de Game of Thrones. Alors en soi c'était intéressant, ça permettait aussi aux gens qui avaient regardé la série d'avoir une continuité, mais je me demande s'il aurait pas pu peut-être trouver un autre générique différent en tout cas pour la chanson de générique des épisodes quoi. Ouais. Bah moi, je pense que je suis d'accord avec toi. J'allais y venir, moi, j'allais en parler. J'ai trouvé sympa quand même qu'il y ait une différence de ton, finalement. Enfin, c'est le même générique, hein. Mm. Mais il est différent quand même. La présentation est très sympa. Oui. Euh, Ouais, après c'est Game of Thrones, quoi. C'est la marque de Game of Thrones, cette musique. On dit Game of Thrones, on a la musique qui nous tourne dans la tête, C'est tout vrai. autant qu'on est. Ouais. C'est vrai, ça. Donc bon, changer la musique, je pense que ça aurait fait beaucoup de mal, pour le coup. Bah, moi, je pense que d'un côté, c'était une prise de risque de faire justement une musique qui aurait été moins accrocheuse et moins bien et moins marquante. Et donc, on peut dire, ok, ils prennent pas de risque, ils se foulent pas, entre guillemets. Mais d'une autre part, je peux comprendre dans le sens où ils ont déjà parlé qu'ils voulaient faire un univers vraiment étendu. Sur HBO avec plusieurs spin-offs et ce générique qui revient, qui est entêtant, un peu à la Ah manière ouais, des films Star Wars, que voilà, on change pas la musique d'un Ouais, Star c'est vrai. Wars, et ben là, pourquoi pas, on changera pas la Ouais, musique d'un Game of Thrones, donc ouais, moi voilà. Alors après, on l'adapte, hein, mais c'est la même. Mmh, Et c'est très bien. ouais. non, mais c'est vrai que c'était bien, mais après je me suis posé la question aussi si par hasard il s'était pas un peu enfin laissé porter par le truc, et puis je pense que la réponse c'est oui quoi. Mmh. Bah, ils sont capables on retrouve les thèmes de temps en temps, mais ils sont capables en fait d'innover, puisqu'on a des morceaux qui sont quand même vraiment inédits, comme effectivement celui de l'épisode 8. Un petit peu comme il y avait eu l'épisode de Cersei, quand elle tranche en fait, elle fait péter Ah oui, oui, Light of the le Seven, sanctuaire. incroyable ce thème. Light of the Seven, ce thème avec ces quelques instruments, là, le piano, la contrebasse, le violon, enfin ça C'est dure, vrai que celui-là était ouf. ça dure 8 minutes, c'est fou. Moi, j'entends cette musique, elle me fait frissonner, quoi. Donc, et on retrouve ça dans l'épisode 8, où il y a une musique qui est très particulière, qui est très jolie. Il y a quelques morceaux, quand même, qui
qui sont bien la marque de fabrique de House of the Dragon, quoi. Donc on a quand même du renouvellement. Ils n'ont pas été feignants en reprenant des musiques anciennes. Et c'est bien de nouvelles musiques au service de la série, mais en gardant effectivement le générique. Je pense que Oh non, c'était bien en fait. voilà. Ouais, et puis les musiques, bien qu'elles soient nouvelles, elles ont cette patte qu'on avait Ah dans les oui, musiques déjà de Game of Thrones. On n'est pas perdu en fait. Encore une fois, non. même au niveau de la musique, on est à la maison. On connaît quoi. Mm. Donc Ah, ça, c'est le fait qu'ils aient gardé Ramin Djawadi, hein. Ça, c'est un très voilà, très bon choix de leur part, hein. on n'est pas dépaysé quoi. Ouais, ouais. Mm. Alors, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast et il faut y venir. On va parler des points négatifs parce que oui, il y en a, hein, la perfection n'existe pas. Eh oui. Donc moi, je m'en suis noté 2, hein, ce qui m'a le plus dérangé. Donc, premièrement, une incohérence, que j'ai pas appréciée, hein, que beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de retours aussi là-dessus. C'est le cas Criston Cole. Donc, Criston Cole qui, tue, l'amant de Laenor Velaryon en pleines noces de celui-ci avec, Rhaenyra, qui frappe, Laenor Velaryon. C'est quand même pas rien, hein, c'est le futur roi consort. Alors il massacre son amant, devant toute la foule. On voit clairement que les gens peuvent l'identifier, hein, puis bon, de toute façon, c'est un garde royal. Il a le manteau blanc, il a l'armure, et cetera. Donc on voit que c'est lui. Il lui le dévisage, enfin, il lui éclate la tête. Il s'en va, il est prêt à se faire, harakiri, dans le jardin du château et intervient Alicent Hightower, pour, lui sauver la mise et épisode suivant, on n'a pas une seule ligne, on n'a pas une seule phrase dans un dialogue qui nous explique que Criston Cole a été gracié par rapport à son geste, par rapport à ce qu'il a fait. Non, le mec se retrouve 10 ans après, on n'a pas d'explication, il est toujours au service du roi et Il est protecteur toujours garde de... royal. Voilà, il est protecteur de la reine, il est toujours garde royal, il n'a pas été dégradé. Tu te dis, ce mec-là, il a une immunité. Alors ça, c'est vraiment la grosse incohérence qui m'a dérangé. Ensuite, Mmh. en deuxième point négatif, les recastes de certains acteurs, justement, quand on a les ellipses. J'ai eu du mal avec la version de Rhaenyra adulte jusqu'à l'épisode 10, où j'ai trouvé vraiment que là, le personnage s'affirmait. Après, ça n'enlève rien à la qualité de jeu de l'actrice, mais j'ai pas été convaincu dans la deuxième partie de la saison, alors que Millie Alcock, qui était la Rhaenyra jeune, j'étais totalement conquis. Après, c'est un point négatif, mais pas pour tous les acteurs, évidemment. Par exemple, moi, Alicent Hightower, la deuxième, là, Olivia Cook, qui l'interprète, j'ai trouvé incroyable d'emblée. Donc voilà, Mmh. je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Ouais, je suis d'accord, hein. Alors moi je suis d'accord. J'étais sur Alicent Hightower en fait. J'ai été assez surpris par le changement d'actrice parce que la différence d'âge entre 20 ans avant, 20 ans après, elle n'était pas si flagrante que ça. Et ça remet pas du tout en cause le jeu d'actrice de l'une ou comme de l'autre, hein. Et je trouve même que la nouvelle Alicent Hightower est très très bien. Mais enfin, on voit pas les 20 ans d'écart, quoi. Oui, Franchement, autant entre Rhaenyra jeune et Rhaenyra à ce stade, enfin épisode 8, on voit bien hein, qu'il y a 20 ans de plus, mais pour Alicent Hightower, c'est moins vrai. Cole, je suis complètement d'accord. Cole, moi, il m'a fasciné. J'ai adoré ce personnage. Au début, je l'ai trouvé génial. Voilà, le chevalier qui bat en plus Daemon, qui est le seul qui a combattu, enfin qui est choisi, garde royal, tout ça. Le gars, c'est un paladin, il claque. Et puis, bah, plus ça va, plus c'est un bandit, plus c'est un gars qui renie ses vœux. Enfin, il est défroqué. Enfin, bref, il fait tout. Et, et il devient imbuvable. Alors bon, ok, c'est peut-être voulu, hein. Mais le personnage s'est délété, à mon sens, au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Alors bon, c'est un personnage majeur, il va avoir un rôle très important dans l'histoire, et voilà, aujourd'hui il est détestable. Ouais. Alors, maltraité, je trouve effectivement le fait que le mec il bafoue tout, quoi. Il est défroqué, ça se voit, il est jaloux, donc il est aigri, il défonce un gars, c'est un meurtrier. Donc il fait rien de ce qu'il faut pour un garde royal, quoi. Ouais, puis Et tout va bien, c'est cool.
La scène du 10, de l'épisode 10, où il tue Maître. Un des mecs, le vieux au conseil, je me rappelle Oui, plus son le nom. vieux, le grand argentier, je sais plus Ouais. Voilà, son nom. Lord Lyman des Essaims. Voilà, Ah, et c'est l'autre, il lui lui. explose la tronche sur la petite boule là, qu'ils mettent devant eux, là, leur marque de présence au conseil. Et il explose la tronche par terre, le gars, il a 76 ans. Voilà. C'est un type sans foi ni loi, alors que c'était censé être un guerrier Ouais, avec beaucoup de prestige, quoi. petite déception pour ma part, parce que voilà, t'as dit, il lui éclate la tête contre la table là. Dans le livre, il l'égorge carrément. Donc, Ouais, les gorges, ouais. on aurait pu avoir Mm. une scène très graphique à ce moment-là, avec le sang qui Ah, gicle de partout sur Ben, les autres membres du conseil, ça aurait été marrant. il aurait mieux valu qu'il l'égorge que plutôt ce. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, le personnage est assez mal traité, en fait. On n'a aucune explication sur ce qui explique qu'on lui pardonne tout, quoi. Mm. C'est ça, en fait, Bon. c'est là quelle est l'incohérence, c'est que Mm. on se dit, mais ce mec-là, enfin, il est remplaçable, quoi. C'est un garde Ouais. royal, il fait de la merde. Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben non. Et en fait, on insiste, on le devine, mais ils insistent pas sur le fait que la reine, sûrement, lui procure cette impunité. C'est Alicent. Elle s'en fait Mm. clairement un allié de Kristen Cole. C'est comme ça aussi que ça se passe dans le livre. Mais ils auraient dû insister un peu plus là-dessus pour aider à la compréhension Alors, du alors j'ai eu que, aussi alors, personnage. alors j'ai que une cette. Harold Westerling, le Lord Commandant de la Kingsguard, putain, la classe qu'il a, ce Ah mec. ouais, Ah ouais, oui, bah lui, il lui, il est a une énorme. classe. Déjà, Le, mo- l'acteur a du charisme, hein. L'acteur a du charisme, et surtout le moment où il est en mode ah ouais, ça part en couille comme ça là, vous êtes tous des petits connards à faire de la trahison. Ok, je pose mon manteau, je me Mm. casse. Bon, Les ouais. couilles qu'il a, quoi. Bah, Ouais. on voit ce que c'est un Un mec, vrai Un chevalier, quoi. il est paladin, un honorable, quoi. chevalier, C'est le Baristan de cette époque, c'est quoi. ça. Ouais. Voilà. Et le moment, moi, qui m'a aussi petit peu fait tiquer, ouais, c'est le traitement comment ça s'appelle? De Accalmie et des Baratheons. Voilà, les alliés, on n'en parle pas beaucoup. Alors, on voit bien que les Lannister, franchement, le gars, on dirait un serpent à sonnette. Les deux frères, là, il y en a un. Enfin, c'est ouais, vraiment, on dirait un serpent à sonnette. On est habitué, moi, ça m'a choqué. On est habitué à Tywin, qui a une classe absolue. Et puis, bah là, on est là, une sorte de ver de terre, qui est complètement obscène, tu vois, que le gars, il est en rectation multiple, à essayer de faire la cour, enfin, il est affligeant. Et il est au conseil, d'ailleurs, hein. Ah, qui ont conseil, ouais. Son Bah, frère qui ont conseil. Alors, en fait, le, en fait, ce sont deux jumeaux. C'est Thaïlande et Jason. Donc, Thaïlande ouais, est, on va dire, peut-être le plus mesuré des deux qui apparaît au conseil. Et l'autre, c'est Jason, donc, qui est le sire de Castral Rock. Et c'est lui que tu évoques, hein, qui fait du ah forcing oui, oui, oui. auprès de Rhaenyra, qui est dégoûtant, hein, Et comme alors, personnage. Ah bah là, il y a une et phrase qui lui alors, dit sérieusement quoi, ouais, v- ouais, venez à Castraro, vous verrez que ma tour est aussi grande. Ça va frérot, on a compris. ouais. Et alors le maître Baratheon, le maître de la maison Baratheon, mon Dieu. Ah ouais, mon Dieu. Non mais Franchement, je l'ai ouais, trouvé affligeant. voilà, le mec, il se fait. Bon, ok, d'accord, c'est un grognier. Mais là, on a un être bourru, affalé, devant quand même le représentant de la reine. Les Baratheons sont quand même réputés être des gens loyaux. Alors, dans l'histoire, effectivement, euh, c'est effectivement la position qu'ils prennent, hein. Ils finiront par prendre la position donc, des Verts. Mais là, c'est un gros bourrin et c'est presque une parodie, quoi. Le gars, il est affalé, on lui traduit le truc parce il sait ni lire ni écrire. Voilà. Ouais, non, mais je l'ai trouvé assez. Je voulais en parler en plus, tu vois, c'est bien Ouais. que t'en parles, mais je l'ai trouvé vraiment dégueulasse. Et tu sens pas le côté
majestueux des Baratheons qui sont quand même une maison noble de fou, tu vois. Et t'arrives, tu te dis putain, bon déjà Accalmie c'est quand même un peu la Bretagne, hein. C'est le bordel quand il pleut. Et Oui, t'arrives et tu te dis putain, le mec il est assis dans son truc, il lui parle mal, ouais, il y a Jaemon qui est venu, vas-y casse-toi, ouais, je sais pas lire, ils ouais, ont. toi là, En fait, lis, tu vois, t'es en mode oh c'est là ça, là. ouais. C'est une maison qui a un rôle prépondérant, puisque c'est quand même, enfin, c'est le frère bâtard d'Aegon Targaryen. Les Baratheons, c'est quand même pas rien dans l'histoire. Et là, ils ont un rôle quand même important dans les décisions qui peuvent être prises pour soutenir la maison royale. Bon, on prend pas sa décision comme ça quand on reçoit un émissaire. Donc, moi, ça m'a vraiment déçu. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, là, c'est quand on voit en fait de haut à quoi ressemble Accalmie, en tout cas, quelle est la vision des showrunners sur Accalmie. C'est un bien beau château. Ouais, ouais, c'est très joli. Mmh. Oui, oui. Voilà. Mais Oui. moi, ça m'a déçu cette scène, ça m'a Oui, saoulé. après, Boros, Baratheon, hein, celui-là, il dénote vachement de son père. On le voit un petit peu le père dans la saison à quelques scènes, Boremund. Donc, on le voit tournoyer, on le voit prêter allégeance à Rhaenyra. On le voit également quand celle-ci, est en visite à Calmy pour, recevoir des demandes de mariage. Mm. Et on voit que oui, ils sont rejetons mais je pense que voilà, la série accentue. On sait que dans le livre déjà, c'est pas un poète, c'est plutôt un bourrin, Pas une lumière, ouais. voilà. Mais la série, voilà, hein, clairement, elle marque, le parti pris pour les noirs, par rapport aux verts, donc forcément les alliés des verts vont être, tout aussi, Parce détestables. que moi, j'ai trouvé que on était dans une caricature, quoi. Le gars, il peut être, ça peut être un bourrin, euh, mais néanmoins, il a quand même reçu une éducation. Tu vois, de fait, on ne reçoit pas un émissaire comme ça, Mmh. surtout un Targaryen, parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même un Targaryen qui vient lui amener un message de la part d'un Targaryen, donc et d'une reine présumée. Donc tu le reçois pas comme ça, quasiment avec autant Flingue, ouais, il est impoli, quoi. violence, quoi. Ah oui. On est quand même dans un monde médiéval où il y a quand même des formes. Là, il n'y en a pas. Mmh. Pas du tout. C'est un gros bourricot, un gros con, quoi. Pas d'autres mots. Donc, ouais, moi j'ai trouvé que c'était caricatural. Voilà, ça m'a Ouais. saoulé. Voilà un petit peu pour les points négatifs. Eh ben, Ou i attends, j'en ai pas parlé d'un, moi, de point allez, vas-y, négatif. vas-y, continue, pardon. Il m'en reste un à dire et pas des moindres. Allez, vas-y, fais-toi Il y a une plaisir. scène qui ne sert à strictement à rien dans cette série. Ah, je suis pas d'accord. Je sais de quoi tu vas parler, je suis C'est pas la d'accord, hein. scène d'Alicent et ses pieds avec l'autre Larys. fort, avec Larys. Putain, mais cette scène ne sert strictement à rien, quoi. Il vient lui donner une information. Normalement, les scènes d'espionnage et de contre-espionnage dans Game of Thrones, c'est intéressant, tu vois. En plus, Larys, au début, je l'ai trouvé fascinant comme personnage. Le gars, c'est le rejeton des forts. T'as son grand frère qui est une brute dans le sens fort, beau, puissant. Lui, c'est un peu le malchanceux, tu vois. Il est né avec un pied de travers. Bon, écoute, c'est la vie, tu vois. Mais je l'ai trouvé intéressant parce qu'il monte très vite en puissance. Bon, quand il tue Ouais. son père et son frère, je l'ai trouvé. C'est là où je l'ai trouvé puissant dans le sens, putain, le mec il est prêt à tout, quoi. Ah, il a un côté belliche, quoi. Ouais, mais il a un côté aussi Varys, tu vois, dans le sens, il a déjà des coups d'avance, etc. et tout. Et la scène avec Alicent, elle ne sert strictement à rien, quoi. Je veux dire, il lui donne une information, il lui fait comprendre qu'il veut un paiement. Bah ouais, non, mais tu vas pas te branler sur ses pieds, mon frère, c'est quoi? C'est hardcore quand même. Ah, si, il le fait. Ah, Ouais, non, mais il le fait, hein. la scène, elle sert à rien. Non, mais Ouais, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que Larys justement, alors lui c'est vraiment le personnage qui est développé, mais alors on va dans le côté glauque de Game of Thrones. On va dans le côté vraiment malsain. C'est-à-dire que, le livre ne nous dit pas clairement que l'incendie est provoqué par Larys. Donc ça c'est un choix que fait la série pour nous montrer à quel point ce personnage est jusqu'au boutiste pour arriver à la tête de sa maison et être dans les bonnes grâces de la reine. Donc, il va jusqu'à tuer son propre père et frère. Visiblement, il leur porte très peu d'amour, il doit être sûrement très jaloux, vu son physique comparé, au reste de la maison fort, hein, qui sont des grands gaillards. Bah, lui voilà, comme tu as dit, il est né avec un pied beau. Et puis derrière, on a cette scène-là qui débarque, qui nous fait comprendre que voilà, c'est pas gratuit.
Alors oui, j'ai un pied de travers. Oui, je suis un fétichiste des yep et je suis hyper malsain. Donc si tu veux des infos, va falloir montrer tes pieds. Va falloir enlever tes Ah chaussettes ouais, non et mais il va falloir que je me fasse plaise, tu vois? oh, c'est grave. Dans le même genre. Et je trouve que en fait, voilà, moi je trouve que ça sert à nous rebuter, nous dégoûter encore plus de ce personnage, de nous montrer à quel point il est dégueulasse et il est malsain et il est glauque. Donc moi je trouve que Euh, c'est un ajout intéressant. Il y a une autre scène qui a créé beaucoup de polémiques, c'était la scène quand Rhaenyra est donc ado, qui se passe dans les bas-fonds de Port-Réal, où elle est avec Daemon. Oui, Et Oui. qui est une scène où il... Oui, elle est chaude, cette scène, hein, mais... Ouais, il fricote un peu, c'est tout. Ça va. Ouais, mais elle a été très décriée hein, Ah, tu vois, moi, aux États-Unis notamment, elle a été très décriée. En fait, bon, sans pudeur aucune, moi je trouve que je vois pas je vois pas ce qu'elle est censée amener. ouais. Une relation particulière, mais enfin, ouais, bon, cette relation particulière, ils sont pas obligés d'aller dans les bordels de Westeros pour, Ah bah, à ce pour moment-là, la vivre. Daemon, il en avait besoin à ce moment-là. Non, mais que lui, il aille voir des prostituées et tout, il n'y a pas de problème, mais j'ai même pas compris le sens, en fait, du fait d'emmener comment dire, sa nièce. sa nièce, dans les bordels de Westeros et de la ploter, quoi. Ouais, je sais pas ce que ça a amené. Euh, c'est un peu comme la scène des pieds, je suis assez d'accord avec Sultan. La scène des pieds, je suis d'accord, rien n'est gratuit, mais on sent bien que le gars, il le fait par habitude, par avidité de pouvoir, qu'il a une position forte auprès d'Alicent et qu'il va donc l'exploiter. Ok. Bon, ça, à la limite, son paiement, c'est sa position de pouvoir. Le bonus, c'est de voir ses pieds. Ouais, ok. Bon, Ah, je sais ouais. pas si tu dois demander un paiement, demande plus, tu Non, vois? mais ouais. Ouais, mais non, parce qu'en fait, il est peut-être pas capable non plus. Oui, oui, non, mais en fait, je suis pas trop d'accord avec Tony dans le sens où, on n'avait pas besoin de cette scène-là, en fait, pour te faire comprendre à quel point le personnage était rebutant, tu vois? Parce qu'il fait quand même des trucs hardcore, quoi. Ouais. Le moment où il rentre de bateau de Driftmark après l'enterrement et qui lui fait comprendre, «Vous avez qu'à lever un petit doigt et je tue qui vous voulez». Bon, bah, tu comprends déjà que le mec, il est glauque, quoi. Tu comprends qu'il est quand même tarbé du cerveau et qu'il a pas Oui, il veut du besoin. pouvoir. Non, c'est un psychopathe. Il n'est pas Mmh, starbé. Il est calculateur, froid, prêt à tout. C'est un psychopathe. mmh. Bon, voilà. Mais et tu sens bien que le gars, effectivement, il a un physique qui est disgracieux. Donc, bon, le fait d'avoir du pouvoir, ça lui donne une forme d'aura, quoi. Ouais, de puissance, De puissance et d'aura qu'il n'aurait pas naturellement. mmh. Donc, Mmh. ben Mais voilà, le mec, il la est. scène ne servait vraiment à rien, je trouve, hein. Il y avait vraiment un côté, être mise là pour être là, quoi, c'est C'est obscène. Mais ouais. on dirait un rat, quoi. Oui, Oui, ben Tu vois, mais un rat malsain, un les scabon. voilà, les rats qui apparaissent souvent quand même dans la série, hein. Donc oui. il y a Oui, un oui, message, oui. mais c'est Game of Thrones, ça. Il y a des gens qui utilisent leur position pour asseoir du pouvoir, quel que soit bon, Varys ou Peter Baelish, qui ont chacun leur motivation, mais qui manœuvrent dans l'ombre. C'est le Game of Thrones, hein, c'est le jeu des trônes. Mais lui, voilà, il incarne ça, mais avec un côté malsain, poussé à l'extrême. C'est Parce ça que qu'il j'ai pas aimé est, c'est ça que j'ai pas aimé, moi, tu vois? J'ai trouvé que Varys et Baelish, ils ont un côté un peu, ils sont c'est des sal calculateurs. ils sont calculateurs et Varys, Ouais, c'est même pas tant que ça un salopard. Baelish, lui, c'en est vraiment un, mais alors, mais ouais, mais ils ont Varys, un grand non. projet. Je suis d'accord avec toi. Ils ont un Mmh. grand projet. Peter Baelish, finalement, il veut le pouvoir Il veut le absolu. pouvoir, lui, il veut Et monter le plus haut Varys, possible, ouais. lui, il veut protéger les gens. Mmh. Donc, il veut qu'il y ait le meilleur roi possible sur le trône. Bon, Et Larys, il veut des photos de pieds d'Alicante, quoi. Donc c'est l'autre, il est complètement fêlé, quoi. Il veut le pouvoir pour le pouvoir et il veut voir les yep d'Alison, quoi. Donc, bon, franchement, il a un pet au casque. Donc, ouais. le gars, c'est un grand malade, quoi. Je Et sais même plus ce qui lui arrive, dans le livre, tu vois? Je me rappelle même plus. On il bute sa famille, bon, il crève, je crois, non? Il crève aussi, on hein. spoilera pas. Non, mais je crois qu'il lui arrive des Oui, bricoles. oui, 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 tout le De toute monde, façon, ils vont tous leur arriver des bricoles. on a eu le premier, mais ce sera pas le dernier, hein. Non, 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 on dira pas qui, comment, Non, on vous laissera la mais, surprise. mais ça va tabasser, ouais. Oui.
Alors De toute façon, l'échelle de oui, temps, si je dis pas de bêtises, il s'est passé 20 ans entre le premier épisode et le mouais, dernier. une vingtaine Par contre, il d'années, va se oui. passer 2 ans. Je crois que de mémoire, il se passe 2 ans C'est entre c'est 3 ans, maintenant. La Danse des Dragons. Alors 3 ans. Donc entre maintenant et la fin, c'est 3 ans. Donc c'est très rapide. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on sait pas si c'est une saison de plus ou deux. Est-ce qu'ils vont la faire en deux ou en une seule? Moi, j'ai Ça, je sais compris pas. qu'il y aurait 4 saisons. 4 saisons, putain. C'est ce que j'ai compris, mais peut-être que je me suis trompé. C'est ce que George Martin a déclaré pour avoir une bonne série. Donc, pour la suite, ça serait Le, une année de conflit par saison, 4 je saisons, ça serait bien. je terminerai, moi, comme point noir avec ça. C'est qu'on a une autre série concurrente qui est sortie en même temps sur les Anneaux de pouvoir. Ce que j'ai apprécié, j'ai pas encore tout vu, mais ce que j'ai lu là-dessus, c'est que sur les Anneaux de pouvoir, ils ont budgété tout de bout en bout. Oui. Disney. Ok. Là, et ça m'a vraiment pas plu parce que c'est du typique HBO. Ils ont budgété la première. Comme ils ont eu le succès de la première, ils ont budgété la seconde. Mais si d'aventure il se passe quelque chose ou que l'audience n'est pas tout à fait celle qui est attendue à la seconde, ben, ils feront pas la troisième. Donc il les Ouais. budgète saison par saison, et ça c'est détestable. Pour moi, ça c'est un gigantesque point noir. Cette histoire, ils doivent la mener au bout. Mm. Voilà. Enfin Surtout, voilà. Non, mais on est surtout que c'est d'accord, hein. super. Surtout que c'est putain de bien lancé, quoi. Donc. Ah oui, oui, bah là, Oui, ça démarre sur les chapeaux de roue. ils ont eu énormément d'audience, ça a tout cassé. Bon, ce qui est concevable maintenant. Voilà, on va rentrer dans le dur à partir de la saison prochaine parce qu'il y a des gens qui vont tomber, quoi. Ah, ça. Donc, est-ce que ça va pas décevoir? Faut espérer que non, parce que les gens qui aiment Game of Thrones savent que les personnages principaux peuvent claquer. Mm. Mais va y avoir quand même un taux de mortalité assez élevé. Donc, faut espérer qu'il n'y ait pas d'une érosion de l'audience et qu'ils puissent aller au bout du bout, quoi. Mmh. Mm. Ça, Voilà. on verra, l'avenir nous le dira. Ça, c'est des belles paroles pour conclure, ce podcast. Donc justement, pour terminer, je voulais savoir quels étaient vos espoirs pour la suite. Donc, je vais juste dire que voilà, hein, pour moi la saison 1, elle a rempli le contrat, elle a fait amende honorable elle s'est en fait, HBO s'est racheté de la triste fin de Game of Thrones, avec ce spin-off, et là ils nous ont relancé, ils ont en quelque sorte relancé la hype, autour de l'univers de Westeros, en tout cas en adaptation, Mm. en série. Donc voilà, quels sont vos espoirs Bah pour la écoute, suite, par rapport à la saison 2, moi éventuellement? Tony, moi je vais te dire, hein, se racheter, c'est à la fin qu'on pourra dire s'ils se sont rachetés ou pas. Game of Thrones avait démarré quand même dans ses premières, deuxième, quatrième, cinquième saison sur les chapeaux de roue parce que ça suivait les romans. Faut espérer que cette première saison, qui est quand même extrêmement bien réussie, fantastique, que ça continue sous les mêmes auspices pour les saisons suivantes. Donc moi, j'espère simplement qu'ils vont garder le même niveau et qu'ils vont vraiment nous maintenir dans cette atmosphère, dans cet univers qui est si fascinant. Mais ouais, on est loin du rachat, hein. Moi, je dis pas comme toi. Je pense qu'ils ont parfaitement tout réussi. C'est tout bien. Il n'y a pas de problème. Mais comme la première saison de Game of Thrones était exceptionnelle, ben celle-là, elle l'est aussi. Il faut que ça aille jusqu'au bout comme ça et qu'ils ne bâclent pas les choses à la fin. Voilà. Mon espoir, c'est ça. J'attends qu'ils continuent sur ce chemin. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, hein. C'est comme ça qu'on verra s'ils ont réussi à se rattraper. Surtout que rattraper, je sais pas vraiment si c'est vraiment de leur faute à HBO. Oui, De je suis ce d'accord avec que toi. de C'est ce que les de ce showrunners. c'est les showrunners qui avaient vraiment foutu la merde parce que HBO avait proposé, une saison de plus, je crois, pour finir Oui. Oui, la tout le à fait. Game of Thrones. Ils avaient Si on a financé, ils avaient Ouais, ils avaient proposé voilà, un c'est financement ça. d'une saison de plus. Ouais. C'est ça, et c'est pour le coup, c'est vraiment la faute de couillons, je me rappelle même plus de leur nom tellement je m'en bats les couilles. Oui. Mais voilà, je sais que ces 2 showrunners ont fait que de la merde par la suite, donc ça valide un peu ce que je pense, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont quand même fait du très, très bon boulot. Le casting est quand même assez ouf. Il y a eu des trucs,
Bon, j'ai évité de pas trop parler des trucs qui m'ont gêné trop non plus parce que notamment les Velaryon qui sont passés d'une famille blanche à une famille noire, on va dire que c'est dans l'air du temps, mais c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde, pour ceux qui ont lu le livre notamment. Par contre, pour la saison 2, moi j'ai une petite crainte, et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure un peu Franck, c'est le fait qu'il va y avoir énormément, normalement, de morts entre la saison 2, 3, 4, s'il y a 3 saisons du coup. Et j'ai peur que si des personnages un peu emblématiques et charismatiques meurent, ça crée une petite baisse pour la série, tu vois. Je pense à des personnages stylés, hein, si on perd Aemond, si on perd Daemon, des trucs comme ça, des personnages qui crèvent forcément l'écran quand on les voit. J'ai un peu peur que ça suive pas trop derrière, donc on verra bien par la suite, quoi. Ok. Après, un dernier petit point, c'est j'aimerais qu'on voie un peu plus d'autres maisons. Et là, je pense que Tony sera d'accord avec moi, c'est que j'aimerais un peu voir les Greyjoy. Je me Ah rappelle plus trop. oui, oui. Je me rappelle plus trop ce qu'ils font à ce Ouais, moment-là ouais. dans les Ah livres. C'est vrai qu'on voit extrêmement peu les autres maisons, en fait. C'est vraiment centré Je autour sais de la qu'on maison va, royale. je sais qu'on va voir beaucoup les Stark aussi parce que Cregan Stark est à cette époque est là et lui c'est un Stark assez badass. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on voie un peu plus d'autres maisons, tu vois, notamment les Greyjoy. Ah tour d'eau. Moi, en fait, moi, c'est mon attente par rapport à cette saison 2. Donc déjà, j'espère que tout ce qui est scènes d'action seront réussies, qui vont mettre le budget nécessaire et pas bâcler les batailles, etc. Parce que là, Mhm. vraiment, ils ont l'occasion de nous faire un show spectaculaire. Et oui, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon. Donc justement, le dernier épisode nous dit que Jack Harris va s'envoler pour les Airiers dans le Val d'Arin, ensuite pour Winterfell dans le nord. J'aimerais, oui, qu'on aille voir ces maisons-là. On a vu un petit peu les Lannister, on a vu des familles, on a vu un petit peu les Baratheon. Là maintenant, il faut nous donner le reste. Il faut aller voir les Mm. Tully, il faut aller voir le Val d'Arin, il faut aller voir le nord. Tu l'as dit aussi, les Greyjoy, le Mm. Kraken rouge, hein, leur ancêtre, Dalton Greyjoy, qui va aussi avoir son importance dans le conflit. Parce que Bah, mais je pense qu'en fait, ils vont développer ça après, parce que là, on était vraiment centré sur les voilà. causes du conflit. Et on y est maintenant, et c'est les alliés qui vont prendre le pas. Donc, ouais, on va avoir des interactions avec les maisons. Alors bon, là, la première avec les Baratheon, c'est pas flamboyant, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on va voir ce qui va se passer après. Mais les maisons vont prendre de l'importance. Mais je pense quand même, je crois quand même que ça va énormément quand même tourner autour des personnages principaux et des dragons. Oui, Ouais. oui, oui. Bah, de toute façon, Voilà. c'est eux qui vont faire et qui font avec cette saison 1 le sel, tout l'intérêt, hein, donc c'est cette histoire de famille qui tourne mal et qui mène Après, à une guerre civile. après moi je parle principalement des Baratheon, enfin des Greyjoy, pardon, parce qu'ils ont été, ils ont vraiment été bâclés dans Game of Thrones. Donc, c'est surtout, moi, tu vois, tout à l'heure, vous parliez du mot de se rattraper, de se racheter et tout. Moi, j'aimerais sincèrement qu'ils se rattrapent auprès de certaines familles. Euh, Franchement, dans Game of Thrones, il y a des familles qui ont été bâclées, mais genre fort, tu vois. Les Lannister ont été très bien faits parce qu'il y a il y a des acteurs qui ont porté le truc. Je pense notamment à Tywin. Oh putain, en Greyjoy, tu vois la gueule de Balon dans la série. Mais Mec, même de Ron, hein. ouais, Oh, ouais, mais même Doron. Euron, c'est un obsédé sexuel. Il pouvait en faire franchement autre chose. Parce que c'est pas du Bah, tout un obsédé sexuel dans l'histoire. Ah ouais, mais puis dans le livre, c'est un personnage C'est un personnage flippant. extrêmement important. Et Mais flippant, surtout. il est inquiétant et tout. Là, bon, en gros, lui, c'est pas un gars. Bah, il veut niquer Cersei, quoi. C'est un zob sur pattes, quoi. Donc, Et tu vois, le mec, enfin, c'est pareil, c'est une caricature. Ah ouais, mais complètement. ouais, Mais puis quand je vois. Victarion, alors Victarion, lui, il est même pas là, comme ouais, ça va voilà, plus vite. il est absent. Ah ouais, c'est pareil, tu vois, Victarion, ils auraient pu faire un truc de fou. Mais en fait, je dis ça, c'est parce que les personnages ont été plutôt bien, enfin, assez bien traités et bien faits en termes même de choix d'acteurs. Donc, je me dis qu'il y a moyen de faire des beaux personnages, tu vois. J'ai des persos en tête, hein, je pense notamment à Cregan Stark aussi, comme je disais, qui, à mon avis, tu prends un acteur assez bourru, bien grand, bien costaud, tu peux faire vraiment un beau truc. Donc, j'aimerais bien qu'il fasse
qu'on ait des chefs de maison qu'on voit un peu stylés, quoi. Parce que Oui. Game of Thrones m'a un peu laissé sur ma faim sur ça, hein. Je veux dire, à part Stannis, où l'acteur était vraiment fait pour lui, bah, le reste, c'était chaud, quoi. Il y a Tywin aussi, mais bon, ça, j'en ai déjà parlé. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, je pense que ça va quand même. Ouais, ils ont bien planté un beau décor et bon, c'est prometteur. Bon, après, on n'est pas sur une histoire aussi vaste que Game of Thrones. C'est assez fermé comme histoire, donc tout est borné. Ouais. Ils peuvent le faire, quoi. Ils peuvent vraiment le faire. Puis et Il surtout, faut qu'ils. on le dit pas, mais ils ont un début et ils ont une fin. C'était pas le cas de Game of Oui, Thrones. C'est vrai, exactement, c'est vrai. Donc exactement. là, voilà, Mais c'est c'est bien, hein, parce que il y aura pas libre cours à l'imagination de showrunners qui veulent faire du blockbuster. Et si, un point qui est rassurant aussi, c'est que Martin, manifestement, il est bien revenu dans le truc et il est présent, quoi. Il est c'est présent ça, il est et consultant, donc oui. voilà. Alors qu'il avait été écarté de Game of Thrones pour au moins les 3 dernières saisons. Donc là, il est là. Il est à nouveau là. Donc il est interviewé, il commente. Enfin bon, donc c'est rassurant aussi. Oui, Mmh. tout à fait, je suis d'accord. Et bien sur ces paroles, on va pouvoir, achever ce podcast. Je vous remercie pour ce débrief, ce bilan de cette première saison, de House of the Dragon et j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, hein, on change des habitudes, hein. Cette fois, on on débriefe pas une boîte de héros ou que sais-je. On débriefe la série, hein, qui j'espère, a relancé et va peut-être relancer la hype, autour du jeu de figurines. On verra bien, mais c'est bien qu'on ait une série qui porte cet univers, qui fédère un petit peu Ouais. les gens autour de Westeros, de la saga et cetera, c'est de toute façon, c'est ce qui avait fait péter le jeu en France, et à l'international. C'était le fait qu'il y ait un support, énorme comme la série qui a donné envie à plein de gens de s'investir et de se lancer dans ce jeu, moi y Mm. compris, hein, ça a été mon cas. Donc voilà, moi c'est ce que j'espère pour la suite, que ça va continuer à susciter de la hype autour de cet univers et puis voilà. Allez, sur ce, on peut Pareil, se tout quitter. pareil. Allez, On peut se quitter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts, rapports de bataille, tutos peinture, etc., sur la corneille. Allez, salut, ciao, ciao, bye. salut.